De cette façon, commença la partie la plus longue de mon séjour dans cette île du docteur Moreau. Mais depuis cette nuit, jusqu'à ce qu'en vint la fin, il ne m'arriva qu'une seule chose importante, en dehors d'une série d'innombrables petits détails désagréables et de l'irritation d'une perpétuelle inquiétude. De sorte que je préfère ne pas faire de chronique de cet intervalle de temps, et raconter seulement l'unique incident survenu au cours des 10 mois que j'ai passés dans l'intimité de ces brutes à demi humanisées. J'ai gardé mémoire de beaucoup de choses que je pourrais écrire, encore que je donnerais volontiers ma main droite pour les oublier. Mais elles n'ajouteraient aucun intérêt à mon récit. Rétrospectivement, il est étrange pour moi de me rappeler combien je m'accordais vite avec ces monstres, m'accommodai de leurs mœurs et repris toute ma confiance. Il y eut bien quelques querelles, et je pourrais montrer encore des traces de crocs, mais ils acquirent bientôt un salutaire respect pour moi, grâce à mon habileté à lancer des pierres, talent qu'ils n'avaient pas, et grâce encore aux entailles de ma hachette. Le fidèle attachement de mon homme-chien, Saint-Bernard, me fit aussi d'un infini service. Je constatai que leur conception très simple du respect était fondée surtout sur la capacité d'infliger des blessures tranchantes. Je pus bien dire, même, sans vanité j'espère, que j'eus sur eux une sorte de prééminence. Un ou deux de ces monstres, que dans diverses disputes j'avais balafrés sérieusement, me gardaient rancune, mais leur ressentiment se manifestait par des grimaces faites derrière mon dos, et à une distance suffisante hors de portée de mes projectiles. Liane-Port m'évitait, et j'étais toujours en alerte à cause d'elle. Mon inséparable homme-chien la haïssait, et la redoutait excessivement. Je crois réellement que c'était là le fond de l'attachement de cette brute pour moi. Il me fut bientôt évident que le féroce monstre avait goûté du sang et avait suivi les traces de l'homme léopard. Il se fit une tanière quelque part dans la forêt et devint solitaire. Une fois je tentai de persuader les brutes mi-humaines de le traquer, mais je n'eus pas l'autorité nécessaire pour les obliger à coopérer à un effort commun. Maintes fois j'essayai d'approcher de son repère et de le surprendre à l'improviste, mais ses sens étaient trop subtils, et toujours il me vit ou me flaira à temps pour fuir. D'ailleurs, lui aussi, avec ses embuscades, rendait dangereux les sentiers de la forêt pour mes alliés et moi, et l'homme-chien osait à peine s'écarter. Dans le premier mois, les monstres, relativement à leurs subséquentes conditions, restèrent assez humaines, et même envers un ou deux autres, à part mon homme-chien, je réussis à avoir une amicale tolérance. Le petit être rosâtre me montrait une bizarre affection, et se mit aussitôt à me suivre. Pourtant, l'homme-singe m'était infiniment désagréable. Il prétendait, à cause de ses 5 doigts, qu'il était mon égal, et ne cessait, dès qu'il me voyait, de jacasser perpétuellement les plus sottes niaiseries. Une seule chose en lui me distrayait un peu, son fantastique talent pour fabriquer de nouveaux mots. Il avait l'idée, je crois, qu'en baragouiner, qui ne signifiait rien, était l'usage naturel à faire de la parole. Il appelait cela grand pensée, pour le distinguer du petit pensée, lequel concernait les choses utiles de l'existence journalière. Si par hasard je faisais quelques remarques qu'il ne comprenait pas, il se répandait en louanges, me demandait de la répéter, la prenait par cœur et s'en allait la dire, en écorchant une syllabe ici ou là, à tous ses compagnons. Il ne faisait aucun cas de ce qui était simple et compréhensible. Et j'inventai pour son usage personnel quelques curieux grands pensées. Je suis persuadée maintenant qu'il était la créature la plus stupide que j'ai jamais vue de ma vie. Il avait développé chez lui, de la façon la plus surprenante, la sottise distinctive de l'homme, sans rien prendre de la niaiserie naturelle du singe. Tout ceci, comme je l'ai dit, se rapporte aux premières semaines que je passai seule parmi les brutes. Pendant cette période, ils respectèrent l'usage établi par la loi et conservèrent dans leur conduite un décorum extérieur. Une fois, je trouvai un autre lapin déchiqueté par Liane-Port certainement, mais ce fut tout. Vers le mois de mai seulement, je commençai à percevoir d'une façon distincte une différence croissante dans leur discours et leur allure, une rudesse plus marquée d'articulation et une tendance de plus en plus accentuée à perdre l'habitude du langage. Le bavardage de mon homme-singe multiplia de volume, mais devint de moins en moins compréhensible, de plus en plus simiesque. Certains autres semblaient laisser complètement s'échapper leur faculté d'expression, bien qu'ils fussent encore capables à cette époque de comprendre ce que je leur disais. Imaginez-vous un langage que vous avez connu exact et défini, qui s'amollit et se désagrège, perd forme et signification, et redevient de simples fragments de sons. D'ailleurs maintenant ils ne marchaient debout qu'avec une difficulté croissante, et malgré la honte qu'ils en éprouvaient évidemment, de temps en temps je surprenais l'un ou l'autre d'entre eux courant sur les pieds et les mains, et parfaitement incapables de reprendre l'attitude verticale. Leurs mains saisissaient plus gauchement les objets.
Chaque jour, il se laissait de plus en plus aller à boire en lapant ou en aspirant, et à ronger et déchirer au lieu de mâcher. Plus vivement que jamais, je me rendais compte de ce que Moreau m'avait dit de leur rétive et tenace bestialité. Ils retournaient à l'animal, et ils y retournaient très rapidement. Quelques-uns, et ce furent tout d'abord à ma grande surprise les femelles, commencèrent à négliger les nécessités de la décence, et presque toujours délibérément. D'autres tentèrent même d'enfreindre publiquement l'institution de la monogamie. La tradition imposée de la loi perdait clairement de sa force, et je n'ose guère poursuivre sur ce désagréable sujet. Mon homme-chien retombait peu à peu dans ses mœurs canines. Jour après jour, il devenait muet, quadrupède, et se couvrait de poils, sans que je puisse remarquer de transition entre le compagnon qui marchait à mes côtés et le chien flaireur et sans cesse aux aguets qui me précédait ou me suivait. Comme la négligence et la désorganisation augmentaient de jour en jour, le ravin des huttes, qui n'avait jamais été un séjour agréable, devint si infect et nauséabond que je dus le quitter, et traversant l'île, je me construisis une sorte d'abri, avec des branches, au milieu des ruines incendiées de la demeure de Moreau. De vagues souvenirs de souffrances chez les brutes faisaient de cet endroit le coin le plus sûr. Il serait impossible de noter chaque détail du retour graduel de ces monstres vers l'animalité, de dire comment, chaque jour, leur apparence humaine s'affaiblissait, comment ils négligèrent de se couvrir ou de s'envelopper et rejetèrent enfin tout vestige de vêtements, comment le poil commença à croître sur ceux de leurs membres exposés à l'air, comment leurs fronts s'aplatirent et leurs mâchoires s'avancèrent. Le changement se faisait lent et inévitable. Pour eux comme pour moi, il s'accomplissait sans secousse ni impression pénible. J'allais encore au milieu d'eux en toute sécurité, car aucun choc dans cette descente vers leur ancien état n'avait pu les délivrer du joug plus lourd de leur animalisme, éliminant peu à peu ce qu'on leur avait imposé d'humain. Mais je commençais à redouter que bientôt ce choc ne vînt à se produire. Ma brute de Saint-Bernard me suivit à mon nouveau campement, et sa vigilance me permit parfois de dormir d'une manière à peu près paisible. Le petit monstre rose, l'ail, devint fort timide et m'abandonna pour retourner à ses habitudes naturelles parmi les branches des arbres. Nous étions exactement en cet état d'équilibre où se trouverait une de ces cages peuplées d'animaux divers qu'exhibent certains dompteurs, après que le dompteur l'aurait quitté pour toujours. Néanmoins, ces créatures ne redevinrent pas exactement des animaux, tels que le lecteur peut en voir dans les jardins zoologiques, d'ordinaire loups, ours, tigres, bœufs, porcs ou singes. Ils conservaient quelque chose d'étrange dans leur conformation. En chacun d'eux, Moreau avait mêlé cet animal avec celui-ci. L'un était peut-être surtout ours, l'autre surtout félin, celui-là bœuf, mais chacun d'eux avait quelque chose provenant d'une autre créature, et une sorte d'animalisme généralisé apparaissait sous des caractères spécifiques. De vagues lambeaux d'humanité me surprenaient encore de temps en temps chez eux. Une recrudescence passagère de paroles, une dextérité inattendue des membres antérieurs, ou une pitoyable tentative pour prendre une position verticale. Je dus sans doute subir aussi d'étranges changements. Mes habits pendaient sur moi en loques jaunâtres, sous lesquels apparaissait la peau tannée. Mes cheveux, qui avaient cru fort longs, étaient tout emmêlés, et l'on me dit souvent que, maintenant encore, mes yeux ont un étrange éclat et une vivacité surprenante. D'abord, je passais les heures de jour sur la grève du Sud, explorant l'horizon, espérant et priant pour qu'un navire parût. Je comptais sur le retour annuel de la Chance rouge, mais elle ne revint pas. 5 fois, j'aperçus des voiles, et 3 fois une traînée de fumée. Mais jamais aucune embarcation n'aborda l'île. J'avais toujours un grand feu, prêt, que j'allumais. Seulement, sans aucun doute, la réputation volcanique de l'endroit suppléait à toute explication. Ce ne fut guère que vers septembre ou octobre que je commençai à penser sérieusement à construire un radeau. À cette époque, mon bras se trouva entièrement guéri, et de nouveau, j'avais mes 2 mains à mon service. Tout d'abord, je fus effrayé de mon impuissance. Je ne m'étais jamais de ma vie livré à aucun travail de charpente, ni d'aucun genre manuel d'ailleurs, et je passais mon temps, dans le bois, jour après jour, à essayer de fendre des troncs et tenter de les lier entre eux. Je n'avais aucune espèce de cordage, et je ne sus rien trouver qui pût me servir de lien. Aucune des abondantes espèces de lianes ne semblait suffisamment souple ni solide, et avec tout l'amas de mes connaissances scientifiques, je ne savais pas le moyen de les rendre résistantes et souples. Je passai plus de 15 jours à fouiller dans les ruines de l'enclos, ainsi qu'à l'endroit du rivage où les barques avaient été brûlées, cherchant des clous ou d'autres fragments de métal qui puissent m'être de quelque utilité. De temps à autre, quelques-unes des brutes venaient m'épier et s'enfuyaient à grands bonds quand je criais après elles. Puis vint une saison d'orage, de tempête et de pluies violentes,
qui retarda grandement mon travail. Pourtant, je parvins enfin à terminer le radeau. J'étais ravie de mon œuvre, mais avec ce manque de sens pratique qui a toujours fait mon malheur, je l'avais construit à une distance de plus d'1 mille de la mer, et avant que je l'eusse traînée jusqu'au rivage, elle était en morceaux. Ce fut peut-être un bonheur pour moi de ne pas m'être embarqué dessus, mais à ce moment-là, le désespoir que j'eus de cet échec fut si grand que pendant quelques jours, je ne sus faire autre chose qu'errer sur le rivage en contemplant les flots et songeant à la mort. Mais je ne voulais certes pas mourir, et un incident se produisit qui me démontra, sans que je ne pusse m'y méprendre, quelle folie c'était de laisser ainsi passer les jours, car chaque matin nouveau était gros des dangers croissants du voisinage des monstres. J'étais étendu à l'ombre d'un pan de mur encore debout, le regard errant sur la mer, quand je tressaillis au contact de quelque chose de froid à mon talon, et, me retournant, j'aperçus Laï qui clignait des yeux devant moi. Il avait depuis longtemps perdu l'usage de la parole et toute activité d'allure. Sa longue fourrure devenait chaque jour plus épaisse, et ses griffes solides plus tordues. Quand il vit qu'il avait attiré mon attention, il fit entendre une sorte de grognement, s'éloigna de quelques pas vers les buissons et se détourna de moi. D'abord je ne compris pas, mais bientôt il me vint à l'esprit qu'il désirait sans doute me voir le suivre. Et c'est ce que je fis, enfin, lentement, car il faisait très chaud. Quand il fut parvenu sous les arbres, il grimpa dans les branches, car il pouvait plus facilement avancer parmi leurs lianes pendantes que sur le sol. Soudain, dans un espace piétiné, je me trouvai devant un groupe horrible. Mon Saint-Bernard gisait à terre, mort, et près de lui était accroupi Liane-Port, étreignant dans ses griffes informes la chair pantelante, grognant et reniflant avec délice. Comme j'approchais, le monstre leva vers les miens ses yeux étincelants. Il retroussa sur ses dents sanguinolentes ses babines frémissantes et gronda d'un air menaçant. Il n'était ni effrayé ni honteux. Le dernier vestige d'humanité s'était effacé en lui. Je fis un pas en avant, m'arrêtai et sortis mon revolver. Enfin, nous étions face à face. La brute ne fit nullement mine de fuir. Son poil se hérissa, ses oreilles se rabattirent, et tout son corps se replia. Je visai entre les yeux et fis feu. Au même moment, le monstre se dressait d'un bond, s'élançant sur moi et me renversant comme une quille. Il essaya de me saisir dans ses informes griffes et m'atteignit au visage, mais son élan l'emporta trop loin et me trouvai étendu sous la partie postérieure de son corps. Heureusement, je l'avais atteint à l'endroit visé et il était mort en sautant. Je me dégageai de sous son corps pesant et, tremblant, je me relevai, examinant la bête secouée encore de faibles spasmes. C'était toujours un danger de moins, mais seulement la première d'une série de rechutes dans la bestialité qui, j'en étais sûre, allait se produire. Je brûlai les 2 cadavres sur un bûcher de broussailles. Alors, je vis clairement qu'à moins de quitter l'île sans tarder, ma mort n'était plus qu'une question de jours. Sauf 1 ou 2 exceptions, les monstres avaient à ce moment laissé le ravin pour se faire des repères, suivant leur goût, parmi les fourrés de l'île. Ils rôdaient rarement de jour, et la plupart d'entre eux dormaient de l'aube au soir, et l'île eût pu sembler déserte à quelques nouveaux venus. Mais la nuit, l'air s'emplissait de leurs appels et de leurs hurlements. L'idée me vint d'en faire un massacre, d'établir des trappes et de les attaquer à coups de couteau. Si j'avais eu assez de cartouches, je n'aurais pas hésité un instant à commencer leur extermination. Car il ne devait guère rester qu'une vingtaine de carnivores dangereux, les plus féroces ayant déjà été tués. Après la mort du malheureux homme-chien, mon dernier ami, j'adoptai aussi, dans une certaine mesure, l'habitude de dormir dans le jour, afin d'être sur mes gardes pendant la nuit. Je reconstruisis ma cabane entre les ruines des murs de l'enclos, avec une ouverture si étroite qu'on ne pouvait tenter d'entrer sans faire un vacarme considérable. Les monstres d'ailleurs avaient désappris l'art de faire du feu, et la crainte des flammes leur était venue. Une fois encore, je me remis avec passion à rassembler et à lier des pieux et des branches pour former un radeau sur lequel je pourrais m'enfuir. Je rencontrai 1000 difficultés. À l'époque où je fis mes études, on n'avait pas encore adopté les méthodes de Sludge, et j'étais par conséquent fort malhabile de mes mains. Mais cependant, d'une façon ou d'une autre, et par des moyens fort compliqués, je vins à bout de toutes les exigences de mon ouvrage, et cette fois, je me préoccupais particulièrement de la solidité. Le seul obstacle insurmontable fut que je flotterais sur des mers peu fréquentées. J'aurais bien essayé de fabriquer quelques poteries, mais le sol ne contenait pas d'argile. J'arpentai l'île en tous sens, essayant avec toutes les ressources de mes facultés de résoudre ce dernier problème. Parfois, je me laissais aller à de farouches accès de rage, et dans ces moments d'intolérable agitation, je tailladais à coups de hachette le tronc de quelques malheureux arbres sans parvenir pour cela à trouver une solution.
Alors vint un jour prodigieux que je passai dans l'extase. Vers le sud-ouest, j'aperçus une voile minuscule, comme celle d'un petit schooner. Et aussitôt, j'allumai une grande pile de broussailles, et je restai là, en observation, sans me soucier de la chaleur du brasier, ni de l'ardeur du soleil du midi. Tout le jour, j'épiai cette voile, ne pensant ni à manger ni à boire, si bien que la tête me tourna. Les bêtes venaient, me regarder avec des yeux surpris et s'en allaient. L'embarcation était encore fort éloignée quand l'obscurité descendit et l'engloutit. Toute la nuit, je m'exténuai à entretenir mon feu, et les flammes s'élevaient hautes et brillantes, tandis que dans les ténèbres, les yeux curieux des bêtes étincelaient. Quand l'aube revint, l'embarcation était plus proche, et je pus distinguer la voile aboursée d'une petite barque. Mes yeux étaient fatigués de ma longue observation, et malgré mes efforts pour voir distinctement, je ne pouvais le croire. 2 hommes étaient dans la barque, assis très bas, l'un à l'avant, l'autre près de la barre. Mais le bateau gouvernait étrangement, sans rester sous le vent et tirant des embardées. Quand le jour devint plus clair, je me mis à agiter, comme signal, les derniers vestiges de ma vareuse. Mais ils ne semblèrent pas le remarquer et demeurent assis, l'un en face de l'autre. J'allai jusqu'à l'extrême pointe du promontoire bas, gesticulant et hurlant, sans obtenir de réponse, tandis que la barque continuait sa course apparemment sans but, mais qui la rapprochait presque insensiblement de la baie. Soudain, sans qu'aucun des 2 hommes ne fasse le plus petit mouvement, un grand oiseau blanc s'envola hors du bateau, tournoya un instant et s'envola dans les airs sur ses énormes ailes étendues. Alors je cessai mes cris, et m'asseyant, le menton dans ma main, je suivis du regard l'étrange bateau. Lentement, lentement, la barque dérivait vers l'ouest. J'aurais pu la rejoindre à la nage, mais quelque chose comme une vague crainte me retint. Dans l'après-midi, la marée vint l'échouer sur le sable, et la laissa à environ 100 de mètres à l'ouest des ruines de l'enclos. Les hommes qui l'occupaient étaient morts. Ils étaient morts depuis si longtemps qu'ils tombèrent par morceaux lorsque je voulus les en sortir. L'un d'eux avait une épaisse chevelure rousse, comme le capitaine de la Chance Rouge, et au fond du bateau se trouvait un béret blanc tout sale. Tandis que j'étais ainsi occupé auprès de l'embarcation, 3 des monstres se glissèrent furtivement hors des buissons et s'avancèrent vers moi en reniflant. Je fus pris à leur vue d'un de mes spasmes de dégoût. Je poussai le petit bateau de toutes mes forces pour le remettre à flot et sautai dedans. 2 des brutes étaient des loups qui venaient, les narines frémissantes et les yeux brillants. La 3e était cette indescriptible horreur faite d'ours et de taureaux. Quand je les vis s'approcher de ces misérables restes, que je les entendis grogner en se menaçant et que j'aperçus le reflet de leurs dents blanches, une terreur frénétique succéda à ma répulsion. Je leur tournai le dos, amenai la voile et me mis à pagayer vers la pleine mer, sans oser me retourner. Cette nuit-là, je me tins entre les récifs et l'île. Au matin, j'allai jusqu'au cours d'eau pour remplir le petit baril que je trouvai dans la barque. Alors, avec toute la patience dont je fus capable, je recueillis une certaine quantité de fruits, guettai et tuai 2 lapins avec mes 3 dernières cartouches. Pendant ce temps, j'avais laissé ma barque amarrée à une saillie avancée du récif, par crainte des monstres.